Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du 7-8 l'hebdo. Comme chaque week-end, voici le sommaire. Le 13 octobre, les adhérents des Républicains désigneront partout en France les nouveaux présidents de fédération. Dans les Yvelines, la campagne se poursuit. Après Alexandra Dublanche, conseillère régionale, c'est Pierre Bédier, président du département, qui vient de tenir cette semaine un nouveau meeting. Sa campagne officielle a commencé jeudi soir. Quels sont les défis de Saint-Quentin en Yvelines en cette rentrée? Derrière l'organisation de la Ryder Cup se cachent aussi de nombreux dossiers prioritaires, élargissement de l'agglomération, création de la ligne 18, réduction des dotations de l'État. Nous faisons le point avec Jean-Michel Forgous, son président. Et puis, dans la seconde partie de cet hebdo, l'essentiel de l'actualité locale de la semaine, entre le nouveau souffle de la commanderie à Elancourt et l'installation du siège de Nature et Découverte à Versailles. Jean-Michel Forgous, bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Nous allons évoquer avec vous un certain nombre de dossiers au cours de la prochaine demi-heure. On commence par de la politique avec jeudi soir le lancement officiel de la campagne de Pierre Bédier pour la présidence des Républicains des Yvelines. Peut-il succéder à David Douillet? On va tout d'abord regarder ce reportage de Nicolas Dandry et de Grégory Canalet avant d'en parler avec vous. Un nouveau défi après avoir été secrétaire d'État, député et maire de Mantes-la-Jolie, l'une des plus grandes villes du territoire. Pierre Bédier se lance à la conquête de la fédération Les Républicains. Le président du conseil départemental démarre sa campagne dans un contexte compliqué pour son parti. Recul au niveau national, perte de 90% des adhérents en 2017 dans les Yvelines. Sa priorité pour inverser la tendance, retourner sur le terrain auprès des militants. Retrouver une envie de militer et de militer autour d'une génération montante qu'on doit préparer pour les futures élections et autour de propositions claires aussi bien au plan national qu'au plan local. La dimension programmatique, ce travail-là doit être une de nos priorités, mais pas que. Il faut aussi faire de la détection et puis de l'animation. Animer des soirées et débats, créer une école des cadres politiques pour faire de la formation, travailler auprès des militants et sympathisants, quelques ébauches de propositions que Pierre Bédier a présentées devant près de 500 personnes au PEC. Dans la salle, ses principaux soutiens qui mettent en avant son expérience et son envie de rassembler. Il y a un certain nombre de jeunes qui ont également fait le déplacement. On ne fait pas du jeunisme et c'est important de s'appuyer sur un socle d'expérience parce qu'aujourd'hui, ce dont a besoin effectivement la droite, c'est d'abord de vraiment refaire le terrassement. Et puis ensuite, on construira tranquillement la maison et ça demande un petit peu de temps. C'est le seul aujourd'hui qui puisse rassembler tous les militants, qui puisse demain également aider tous les élus pour reconstruire notre fédération parce que c'est un homme qui a une histoire, c'est un homme de terrain et c'est avant tout un militant. C'est un homme sur qui on peut compter, c'est un homme qui mouille sa chemise pour les autres et c'est un homme qui représente très très bien les convictions des LR. Pierre Bédier fera face notamment au duo de candidats composé par Alexandra Dublanche et Othman Nasrou. Les élections à la présidence de la fédération Les Républicains sont programmées les 13 et 14 octobre prochains. L'heure du choix approche donc pour les adhérents des Républicains. Est-ce que votre choix est fait, Jean-Michel Forgous? Ce sera Pierre Bédier ou Alexandra Dublanche qui est soutenue notamment par Valérie Pécresse? Alors écoutez, on m'a demandé d'être le sage donc pendant cette période de campagne, donc de rappeler un peu les deux candidats un maximum de sobriété. Une campagne, c'est ça la démocratie, quelques petites phrases, Donc voilà, je suis là pour les rappeler les uns et les autres. Donc je dois être au-dessus. Donc me demandez pas de prendre parti. Je dois rester d'une neutralité, bien sûr, absolue, ce que je fais d'ailleurs. Voilà. Mais se dit, c'est de bons candidats. Pour vous, justement, cette campagne est bénéfique pour votre formation politique aussi, qu'il y ait des tendances comme ça qui s'expriment, voire quelquefois quelques peut-être tensions? Écoutez, on ne va pas se cacher qu'on a vécu des moments difficiles. 2017, où M. Macron a fait un peu rêver, parce qu'aujourd'hui, au bout d'un an, on est bien éloigné des engagements de M. Macron qui ont fait rêver, qui ont créé un cataclysme dans toute la France, dont les Yvelines. Donc notre formation LR a quand même subi aussi un échec, il faut le dire. Le Parti socialiste, on connaît aussi l'histoire. Donc là, on relance en fait. C'est l'occasion de relancer un peu nos militants qui donc se sont quand même un peu tristes, et il y a une demande vraiment de regroupement et il faut rassembler, il faut faire revenir les adhérents. Il faut après rassembler parce que
mon job, entre guillemets, c'est plus aussi après. C'est qu'il faut que tout le monde... une primaire, vous savez, c'est normal, il y a toujours un peu d'emballement, et deux équipes. Bon. Mais après, il faut que tout le monde travaille ensemble. Voilà. Et c'est ça, moi, mon objectif. Et en fait, les deux candidats sont des candidats qui ont des qualités différentes, mais ça montre bien qu'il y a des talents, bien sûr, chez LR. Et en plus, LR, ce sont des gens qui sont issus de la pratique. Souvent, on a beaucoup de gens en politique, c'est la com, c'est la théorie, c'est les grands principes moraux, etc. Et puis dans la pratique, d'ailleurs, il faut les mettre en pratique, parce que vous voyez que la pratique, bien sûr, ne réalise pas tout le discours un peu narcissique, je suis le plus beau, le plus grand, je vais tout transformer. Bon, voilà, transformer un pays comme la France, il y a des réalités, c'est dur, c'est long, donc ça sert à rien de faire rêver. Voilà. Et je pense que LR est plutôt un parti dans le réel, dans l'économie, dans la sincérité. Voilà, on se parle un peu direct, on fait moins rêver, on n'a pas des mots aussi codés, voilà, que quelquefois nos collègues socialistes. Mais bon, voilà, il faut toutes les tendances. Parce que, voilà, moi, je veille à ce que cette élection se passe le mieux possible et que tout le monde se retrouve dans cette grande famille républicaine après. Puisqu'on parle de Pierre Bédier, juste un dernier mot. Il briguait également le poste de président du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris. Il a finalement retiré sa candidature à la dernière minute, dénonçant des manœuvres de l'État pour placer un candidat à leur convenance. Les responsables des départements franciliens n'ont pas pris part au vote, d'ailleurs, et c'est Patrick Braouzek, le président de l'établissement public territorial Plaine Commune, qui a été élu. Est-ce que vous avez des inquiétudes aussi sur l'orientation de la Société du Grand Paris? Puis ça va nous amener aussi à la discussion autour de la ligne 18, puisque vous avez été reçu à Matignon le 12 septembre. Par rapport à ce que vous venez de dire, moi j'ai une grande inquiétude, c'est le financement. Parce que c'est bien de promettre des lignes partout, le grand métro, bon. Et en fait, vous vous rendez compte qu'on est parti à 25 milliards, 35 milliards, on en est à quasiment 45 milliards, enfin on va vers 45 milliards, enfin bref... c'est inquiétant parce que si ça ne se fait pas, ça sert à rien de faire rêver. Voilà. Moi, j'aime bien pouvoir préparer un budget qui va tenir, qui va être honoré, avec des engagements qui vont être honorés. Là, tout cela, le Grand Paris, c'est bien, ça part d'un grand principe, mais aujourd'hui, si vous avez du déficit, vous avez un déficit de près de 100 milliards, si vous avez une dette qui est à près de 100% de dette du PIB, c'est vrai, et une croissance qui est de 0,4 sur le premier semestre, c'est ça qui est important. C'est les réalités, c'est les chiffres, c'est les résultats. Donc, ces projets du Grand Paris, de toute façon, n'auront une réalité que si on redresse la situation économique. Alors, deuxièmement, sur ce problème, c'est vrai que c'est toujours préoccupant de voir que l'État, il faut qu'il reste à sa place. Les élus sont envoyés par les Français pour arbitrer, pour faire des choix. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'interventionnisme de l'État. Et je crois que la démocratie, ce sera de rééquilibrer, et que tous les politiques y pensent, il faut rééquilibrer la situation. Même à l'Assemblée nationale aujourd'hui, on voit bien que c'est l'État, c'est les administrateurs qui prennent des décisions, et les députés, ils sont sur le doigt, sur la couteau du pantalon, comme on dit. Mais c'est pas ça. Le rôle des élus, c'est bien sûr, c'est de diriger le pays, c'est pas donc je pense que ça, c'est encore une marque de ce problème de démocratie que nous avons en ce moment en France, sur lequel il va falloir que tout le monde se penche et améliorer cela. C'est l'équilibre des pouvoirs, c'est très important. Puisqu'on parle tout de même de cette Société du Grand Paris, cette ligne 18, je disais, vous avez été réunis avec d'autres élus à Matignon le 12 septembre dernier pour demander justement que cette ligne 18 se fasse au plus tôt possible, 2024, alors que c'est 2030 qui a été évoqué dernièrement. Est-ce que vous avez été en partie entendu? Écoutez, à quoi ça sert on crée Paris-Saclay, qui est vraiment... le plus beau laboratoire, c'est le moteur technologique de la France. On fait venir les plus belles écoles, les plus beaux laboratoires, les plus belles entreprises. Et c'est une réussite. Aujourd'hui, on est classé 8e zone mondiale, dans les 8 zones mondiales par le MIT, de l'innovation. Vous avez les plus belles entreprises, vous avez les beaux laboratoires, vous avez même, c'est un pôle d'excellence sportive, la Ryder Cup, les Jeux Olympiques, enfin, voilà, on est tous d'accord là-dessus. Bon, alors vous venez faire venir l'excellence française, et puis après vous dites, les transports, on va réfléchir. On vous avait dit, mais on ne va pas le faire. Ça, c'est très pénible que la classe politique donne comme ça, fasse venir, dise qu'il y aura la ligne, puis après dit, non, on n'a pas le budget.
dans des relations de partenariat, on ne peut pas travailler comme ça. Là, on vit un moment difficile. Alors, Saint-Quentin n'est pas le plus touché. On est touché, bien sûr. Mais Saclay, imaginez, c'est un vrai... On aura demain le premier campus français universitaire avec 70 000 étudiants. Vous vous rendez compte s'il n'y a pas les places de transport pour nos étudiants. Même le logement, derrière, ils ne vont pas y aller. Les promoteurs, ils ne vont pas construire si on dit s'il n'y a pas les transports. Vous voyez, on est quand même... cette situation est quand même grave. Et la solution, c'est de faire du PIB, c'est de faire de la croissance du PIB marchand, de faire du business, de laisser nos entreprises travailler, d'arrêter de les culpabiliser, que l'État gère beaucoup plus rigoureusement déjà, qui réforme l'État et non pas les collectivités locales, parce que nous, ce qu'on vit dans les collectivités locales, c'est grave. Il y en a qui ferment des crèches, des écoles, on n'arrive plus à réparer les voiries où il y a des nids de poules. Enfin, c'est grave. Donc il faut laisser ce pays arrêter avec l'idéologie, avec les leçons de morale de l'État, qui commence à faire le ménage chez lui et qui laisse les entreprises, qui laisse les collectivités avec leurs moyens et surtout qui l'honore. La ligne 18, c'est important pour les Yvelines. Vous avez eu des engagements pour qu'une date... Ce qu'on a eu comme engagement, c'est qu'ils disent on reconnaît que Paris-Saclay, c'est effectivement le moteur technologique de la France, c'est le plus gros réservoir de cerveau aujourd'hui en France, et que c'est une priorité. Mais ils ne nous ont pas dit on vous donne un chèque à la sortie de la réunion. Et ils nous ont dit aussi que, de toute façon, après 2020, quand on vous fait une promesse à 2030, non mais à 2030, et ils nous le disent eux-mêmes, ils disent en 2022, voilà, on ne sait pas comment ça se passera. Donc pour nos successeurs, on ne va pas raconter n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a quand même, bien sûr, c'est une insécurité économique, je trouve, qui a atteint un niveau très préoccupant pour tous nos projets. Bon, cela dit, écoutez, on travaille sur d'autres hypothèses, on essaye de chercher des transports alternatifs innovants, mais c'est très compliqué. C'est vraiment quelque chose qui nous touche directement, de Saclay à Saint-Quentin, à Versailles, puisque j'ai aussi avec mon collègue maire de Versailles et président de l'agglomération. On est touché et on cherche tous des solutions, mais vous voyez comme quoi aujourd'hui, je crois que les Français doivent changer de discours sur l'entreprise. On ne va pas augmenter la croissance, on ne va pas faire de la richesse avec encore le discours qu'on entend quelquefois contre l'entreprise. On a besoin des capitaux, on a besoin des meilleurs brevets, on a besoin des meilleurs talents. Genre, ces gens-là, il faut les bichonner. C'est eux qui ont la solution à tous nos problèmes. La ligne 18, on pourra la financer si on augmente la croissance du PIB marchand. Voilà. On va avancer un petit peu sur les différents dossiers pour avoir le temps d'en aborder un maximum avec vous au cours de cette émission. La Ryder Cup, c'est demain que ça va commencer sur le bassin de Saint-Quentin en Yvelines. Est-ce que tout est prêt ? Notamment aussi en termes de circulation, parce qu'il va y avoir quelques ajustements pour les utilisateurs des routes saint-quentinoises. Ne me demandez pas un engagement que tout va bien se passer, que tout, on maîtrise tout. Non, on n'a jamais eu un événement pareil. Alors, quand on me demande ça, je veux dire, bon, a priori, pour l'instant, on a mis des méthodes avec des interlocuteurs de qualité, de compétences. Donc, on a mis les meilleures compétences. Maintenant, j'ai jamais vu un événement, moi, où il y a 1 milliard 300 millions de gens qui vont nous regarder, oui, dont 60 000, pas venir à Saint-Quentin, dont 60 000 personnes vont être en même temps sur le territoire, avec des personnalités. Alors, un coup, ça peut être Bush, un coup, donc on sent qu'il y aura les plus grandes vedettes mondiales aussi qui seront présents. Donc tout cela, ça demande des moyens de sécurité hors normes. Voilà. Enfin, écoutez, c'est bien parti pour l'instant, mais voilà, on n'a pas l'habitude, on n'est pas des professionnels pour organiser des événements comme même les Jeux Olympiques. Il y a 4 sites olympiques à 50 ans en Yvelines. Si vous me dites si aujourd'hui, on élabore, on transforme avec les grosses entreprises les meilleurs talents, etc. Mais en tout cas, on met le meilleur, je pense, du savoir-faire français au service de ces grandes compétitions. C'est ce qu'on fait à Saint-Quentin. En tout cas, il n'y aura pas d'élu au sport pour représenter Saint-Quentin en Yvelines. Jean-Pierre Sevestre avait démissionné de ce poste-là. Jean-Pierre Sevestre qui a aussi quitté ses fonctions au sein de la mairie de Coignières. Le point sur cette démission, et puis je vous ferai réagir juste après. Une décision qu'il qualifie de douloureuse mais nécessaire. Jean-Pierre Sevestre a présenté le mardi 11 septembre sa démission au préfet des Yvelines. Il met fin à des mois de tension au sein du conseil municipal de Coignières. Pour moi, c'est la meilleure solution parce que je considère qu'il convient maintenant de donner la parole aux Coignériens pour leur permettre eux-mêmes de choisir l'avenir de leur ville sereinement après une préparation d'élections, peut-être qui interviendront plus tard. C'est une démission tout à fait personnelle et je considère que pour le bienfait de mon équipe, ma démission, je ne peux pas impliquer mon équipe justement dans cette démission. C'est une démarche tout à fait personnelle, oui.
Présent au conseil municipal de la ville depuis plus de 17 ans, Jean-Pierre Sevestre est élu maire en avril 2015. Les premières tensions apparaissent au printemps au moment du projet de fusion à Vortec-Morpa et se cristallisent au mois de juin 2018 autour des choix de gestion de la ville. Conseils municipaux houleux appellent à la démission. Ça ne pouvait pas en être autrement parce que on est dans une situation de blocage. Ce qui pourrait justifier, me semble-t-il, d'une manière tout à fait objective cette démission, c'est que M. Sevestre avait perdu la confiance de sa population, perdu une partie de la confiance de ses agents parce qu'ils se sont sentis un peu floués dans l'affaire de la fusion, quand même, ils ont eu peur, et perdu une majorité dans sa majorité. Sauf c'est que je trouvais même la sortie peu élégante. En plus, il égratignait un peu tout le monde en flattant tous ceux qui voulaient virer. Enfin bon, pourquoi il a écrit autant de trucs pour justifier quoi ? C'est une bonne chose aujourd'hui que le maire démissionne. De toute façon, je pense qu'il était dans une situation quasi impossible depuis plusieurs mois. Il ne pouvait plus continuer, je dirais, à gouverner cette commune. La meilleure des choses aujourd'hui dans l'intérêt de la commune et des Coignériens, ça serait une démission collective et de nouvelles élections. Le préfet peut très bien convoquer assez rapidement, à mon sens, de nouvelles élections, des élections qui pourraient se dérouler peut-être même avant la fin de l'année. En cas de scrutin, Ali Bousselam et Didier Fischer n'excluent pas d'être tête de liste. L'intérim est aujourd'hui assuré par Dominique Catelin, première adjointe de la commune. Un conseil municipal est prévu le 19 septembre prochain. Est-ce que vous êtes inquiet de l'avenir de cette commune, Coignères, qui appartient aussi à Saint-Quentin-en-Yvelines? Et donc au-delà, est-ce que vous êtes inquiet pour Saint-Quentin-en-Yvelines? Non, c'est 2 conseillers sur 75 conseillers. Que ça varie d'un côté ou de l'autre, ça va pas changer. Bon, vous parlez de la majorité au sein de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, s'il y avait une bascule de couleur politique. Je dirais qu'on est triste de voir comment un de nos élus sérieux, sérieux, sage, qui vient du secteur de la banque, cadre supérieur, type honnête, qui travaillait bien, il suivait ses dossiers très sérieusement, qui a été mis en cause parce qu'à un moment donné, il y a effectivement un rapprochement de 2 communes pour des raisons économiques. Tout le monde sait très bien qu'aujourd'hui, il y a plus d'un millier de projets de fusion avec la ville de Morpa qui a allumé un peu pourquoi le Parce que quand tout s'effondre, bah oui, vous allez partager une école, vous allez partager une crèche, demain vous allez partager une piscine, vous allez bien sûr ce que vous faisiez moins avant. Donc c'est normal. Alors il y a un de ces conseillers qui s'est emparé de ça parce qu'il voulait aussi ce poste. Tout ça, vous savez, c'est une guerre de succession, une guerre. Bon voilà. C'est un peu triste de voir comment on peut mettre en cause quelqu'un, l'attaquer, comme M. Sevestre a été attaqué, tout ça pour des ambitions personnelles. Le reste, il n'y a pas de réalité. La fusion, c'était une bonne chose. L'histoire de la piscine, enfin, c'est n'importe quoi. Cette piscine, les 3 communes se mettent autour d'une table et eh bien, ils ont attaqué ce projet, présentant un autre projet pour essayer de le mettre en difficulté. D'ailleurs, ils auraient pris le 2e projet, ils en auraient créé un 3e pour dire non, jusqu'à user, mettre en échec. Bon, moi, je suis désolé. Moi, je pense que la classe politique, elle doit se renouveler. On met des gens qui ont réussi quelque chose. On des gens constructifs, pas démolisseurs. Les démolisseurs, mais il faut arrêter. Vous vous rendez pas compte, le pays, il est à genoux économiquement. Si on n'intervient pas et qu'on ne rétablit pas le fait que seul quelqu'un qui a réussi, qui connaît le facteur économique, quand il lance quelque chose technique, humain, peut diriger un groupe humain comme une commune ou comme un département, il faut vraiment remettre la compétence au centre, puis arrêter de survaloriser parce que quelqu'un s'exprime bien, parce que quelqu'un communique bien, parce que quelqu'un attaque, traîne dans la boue son adversaire, dit n'importe quoi sur son adversaire. Ça devient un problème démocratique en France. Donc il faut des nouvelles élections sur Coignères. J'ai envie de vous renvoyer même aux dernières élections présidentielles. Attention. Les gens qui brillent un instant au micro entre eux et qui promettent, voilà. Et puis quand vous voyez les résultats, attention, il faut remettre de la sincérité, de l'authenticité dans le débat politique. Et on doit bien montrer quand quelqu'un est insincère, il faut le dire avant tout. Avant de parler de ces programmes pour faire rêver, la politique, il faut arrêter de faire rêver. Vous avez vu la situation économique qu'on a, donc je dirais que c'est un bon exemple, Monsieur Sevestre. Je dirais que Coignères est un bel exemple. Alors maintenant, je ne sais pas qui va gagner. Il y aura 3 candidats. Il risque probablement d'avoir des nouvelles élections. Il y aura les deux tendances qui ont fait battre. Enfin, qui ont fait beaucoup de mal à M. Sevestre et à Coignères. Et puis il y aura, je dirais, l'équipe qui est restée avec M. Sevestre et une équipe sérieuse. Mais voilà que, en tout cas, les électeurs voient bien
Où est la sincérité, où est le talent, où est la compétence, au-delà de je parle, je cause, je promets, je disqualifie, j'enlève toute image morale à mon adversaire. Le débat politique ne peut plus se limiter à cela. C'est les résultats, l'expérience, le talent, les compétences de quelqu'un qui doivent être au centre de la future élection, en tout cas à Coignères. J'imagine que vous allez suivre bien évidemment ce dossier, mais en cette rentrée, quels sont en quelques lignes les dossiers prioritaires pour vous en tant que président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, une fois la Ryder Cup passée? Mais écoutez, Saint-Quentin-en-Yvelines a cette caractéristique d'être un pôle d'excellence indiscutable aujourd'hui en termes économiques. Une excellence économique, les entreprises que vous avez, le PIB, la croissance, la richesse que ça produit. En termes scientifiques, une excellence scientifique. On est le moteur technologique dans Paris-Saclay, le moteur technologique de cette zone d'innovation. Et puis, c'est un pôle d'excellence sportive, vous l'avez dit vous-même. Vous doutez que pour avoir la Ryder Cup, pour avoir 4 sites olympiques, bien sûr, il faut aussi qu'il y ait bien sûr une excellence sportive aussi. Donc, excellence sportive, économique, scientifique et même culturelle d'ailleurs. Donc, c'est de maintenir ces pôles, de maintenir, bien sûr, de continuer à les faire monter, de réussir le projet éducatif, à savoir cette université Paris-Saclay, ce pôle d'étudiants, 70 000 étudiants, de réussir cela et toujours de bien marier avec l'entreprise. Il faut, aujourd'hui, l'entreprise a besoin de nouvelles compétences, c'est clair. Aujourd'hui, elle a une exigence sur l'évolution du numérique. L'école n'a pas suivi assez vite, il faut accélérer, il faut redresser certaines formations, il faut augmenter le nombre de formations à tous les niveaux, jusqu'à l'ingénieur et jusqu'aux techniciens, bien sûr, que les entreprises aient accès à ces talents dont elles ont besoin. Donc, il y a des priorités. Vous savez, on dit souvent l'emploi. Je dis souvent, parlez moins d'emploi, parlez plus si vous savez augmenter l'activité économique d'une entreprise. C'est ça qu'il faut viser. C'est d'abord augmenter l'activité de toutes nouvelles entreprises et ça va tout seul. L'emploi, de toute façon, monte tout seul. Et bien entendu, suivre les formations, suivre l'évolution de la formation, que ça corresponde bien aux attentes des entreprises. Je vous rappelle qu'une entreprise, on se développe, on s'épanouit dans une entreprise, on évolue, on rencontre même peut-être son conjoint. Aujourd'hui, à l'époque, c'était le 14 juillet, je ne sais plus. Aujourd'hui, c'est l'entreprise. Alors, et on se fait les meilleurs amis, on développe son cerveau, on développe son intelligence, sa culture. Enfin, donc voilà, de grâce, rappelons que la première unité de solidarité, c'est pas Fourgousse, c'est pas Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est pas une mairie, c'est l'entreprise qui produit la richesse, qui, moi, me permet de redistribuer. Je ne suis qu'un redistributeur, c'est eux qui produisent. Remettons-les bien au centre. Donc Saint-Quentin, ça porte, on aime les entreprises, on essaie de leur simplifier la vie, et c'est pour ça, enfin, on doit être un petit acteur en tout cas, mais pour ça que je pense qu'elles réussissent, qu'elles ont de tels résultats, et que ça rend très optimiste. S'il n'y avait que des espaces comme Saint-Quentin-en-Yvelines en France, je pense que vous en seriez rendu compte au niveau de votre niveau de vie. Merci Jean-Michel Forgousse de nous avoir accompagnés pour cette longue première partie de l'Hebdo. Merci encore à vous. Avant de faire un tour de l'actualité locale de la semaine, notre rubrique « Ça s'est passé ». Chaque vendredi dans l'Hebdo, nous allons cette saison ouvrir les portes de nos archives, retour sur les événements qui ont fait l'histoire de Saint-Quentin, des Yvelines, avec Ça s'est passé. Deuxième volet ce soir et nous parlons même de l'actualité internationale. Voici 17 ans maintenant s'écroulaient les tours jumelles du World Trade Center à New York. L'attentat faisait pas moins de 2753 victimes, dont 1642 seulement ont été formellement identifiées à ce jour. Chacun se souvient précisément de ce qu'il était en train de faire à ce moment, de l'atmosphère qui régna les jours qui suivirent. Et dès le lendemain, les minutes de silence se sont multipliées sur les lieux de travail, dans les lieux publics. Regardez ces images d'archives. Je vous demande de bien vouloir observer une minute de silence à la mémoire des victimes des attentats aux États-Unis et d'avoir une pensée plus particulière pour les 300 sapeurs-pompiers de New York qui sont morts pendant les attentats. Merci.
vous remercie. Pour découvrir l'ensemble de l'actualité de la semaine, je vous renvoie vers notre site internet où vous découvrirez l'ensemble de nos reportages, de nos chroniques quotidiennes. En attendant, focus sur la nouvelle commanderie des Templiers. D'ailleurs, ne l'appelez plus la commanderie des Templiers à Elancourt, mais la commanderie, tout simplement, nouveau lieu culturel. Reportage. La commanderie dit Welcome. Le site historique sur Elancourt fait peau neuve pour sa nouvelle saison. Une saison multiculturelle en y mêlant danse, rencontres musicales ou encore ateliers scientifiques. Un Fab Lab, enfin une sorte d'incubateur qui va permettre quelques expérimentations, un peu d'innovation sur le plan culturel, donc toujours en termes de créativité. En plus, on va mettre quelques thèmes un peu plus sur l'activité ou sur la discipline scientifique et technique, les nouvelles technologies. Deuxième vie, avec des nouvelles attentes de nos jeunes aussi. Donc c'est pour ça que vous avez toute une ambiance musicale très ciblée aussi un peu sur cette population. De la musique avec un DJ parisien, des démonstrations de danse et un café éphémère pour se restaurer. Un avant-goût d'une saison qui fonctionnera au trimestre. Nous allons faire des programmes de trimestre en trimestre, ce qui nous permet d'ajouter des actions, des événements qui soient différents de ce que nous on programme, avec des partenaires, que ce soit des associations, des compagnies ou les collectivités locales intéressées. Donc on a pensé par exemple organiser des marchés circuits courts pour permettre aux gens qui passent en voiture tous les jours de s'arrêter faire leurs courses. La commanderie reste aussi un lieu d'exposition. Pour débuter ce premier trimestre, c'est le design européen qui est mis à l'honneur, avec une 40aine de pièces issues des collections du musée de la ville. Encore une fois, rendez-vous sur notre site pour découvrir tous les reportages de cette semaine. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de Sept Hebdo. Rendez-vous vendredi prochain avec Nicolas Dandry.